Ce cours concerne donc la physiologie de la reproduction animale. Il y aura donc 6 heures de cours et 3 heures de TEA. L'objectif de ce cours est de décrypter en fait les mécanismes fins sous-jacents à la fonction de reproduction animale, c'est-à-dire comment sont régulées les fonctions de reproduction mâle et femelle. Pour cela, nous allons nous intéresser en fait à l'anatomie des appareils reproducteurs, à l'histologie des tissus, au développement des lignées germinales, ce que l'on va appeler en fait la gamétogénèse. Nous allons nous intéresser aux différents types d'hormones impliquées dans cette fonction de reproduction, dont les hormones sexuelles. Nous allons nous intéresser bien sûr à la régulation de la production de ces hormones sexuelles, à l'intérêt des boucles de régulation. L'objectif étant de comprendre comment des paramètres environnementaux en particulier, vont pouvoir interférer avec ces mécanismes fins et au-delà de ces interférences, en fait, et bien comprendre en fait comment il va pouvoir y avoir des conséquences sur la fonction de reproduction, sur la capacité des organismes à transmettre leurs gènes, ce qu'on va appeler en fait la fitness. Je vous propose de développer mon cours de la façon suivante, avec quelques rappels anatomiques de l'histologie, la gamétogénèse en grand 2, la fonction endocrine ou la synthèse des hormones sexuelles en grand 3, la fécondation, la progestation et la gestation, et une dernière partie concernant en fait le contrôle de la parturition et de la lactation. Dans ce cours, nous allons donc parler de la reproduction sexuée, qui nécessite en fait la fusion de 2 gamètes issus d'individus différents d'une même espèce. Je vais me focaliser sur le modèle correspondant à la fonction de reproduction humaine. Par conséquent, nous allons nous intéresser en fait à la stratégie appelée viviparité qui concerne en fait la majorité des mammifères et qui veut que l'embryon et le fœtus se développent dans la mère et soient nourris en fait à partir du sang maternel grâce au placenta. Donc ce qui concerne en fait les marsupiaux et ce qu'on va appeler en fait les mammifères placentaires. Euh, les mammifères placentaires par rapport aux marsupiaux ont une gestation dans l'utérus plus longue grâce au placenta. Dans ce cours, je vais m'appuyer sur des prérequis que vous avez, qui concernent en fait la méiose, la connaissance de la méiose, de la mitose, la connaissance en fait de ce que c'est qu'une hormone, quelles sont les caractéristiques d'une fonction endocrine, l'importance de l'axe hypothalamo-hypophysaire et en particulier des rétrocontrôles. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à l'anatomie et à l'histologie des appareils reproducteurs mâles et femelles. L'appareil génital mâle est constitué d'un certain nombre de conduits et de glandes exocrines. Alors, tout d'abord, commençons par les testicules. Elles sont au nombre de 2, c'est ce qu'on va appeler les gonades mâles, lieu de synthèse des hormones sexuelles, mais également lieu de production des spermatozoïdes. Ce qui va recueillir les spermatozoïdes s'appelle en fait l'épididyme. L'épididyme est constitué de 3 parties. Vous avez la tête de l'épididyme, le corps de l'épididyme et la queue de l'épididyme. Ce sont les 3 parties en fait de ce conduit. Ensuite, vous avez le canal déférent. Le canal déférent va donner le canal éjaculateur. Le canal déférent devient le canal éjaculateur chez l'homme à partir du moment où le canal déférent rencontre le conduit qui déverse le produit en fait des vésicules séminales. Ensuite, le canal déférent va traverser la prostate et il va recueillir bien sûr les produits d'excrétion de la prostate.
Et ce canal éjaculateur va se jeter dans un autre conduit qui s'appelle l'urètre. On voit en fait que l'urètre correspond en fait au conduit qui recueille le produit du canal éjaculateur et le conduit qui recueille en fait l'urine provenant de la vessie. Au passage, on voit que des glandes vont également déverser leurs produits d'excrétion. Ce sont les glandes de Cooper ou les glandes bulbo-urétrales. Et puis, vous avez ensuite l'urètre qui va déverser à l'extérieur l'urine. Et on va encore avoir en fait d'autres glandes, les glandes de Littré et les glandes de Tyson. Donc, une série de conduits et des glandes. Certaines chez l'homme sont des glandes majeures. Les glandes majeures, en fait, sont les vésicules séminales, la prostate. Et vous avez en fait des glandes qui sont considérées comme annexes ou mineures. Ce sont les glandes de Cooper, la glande de Tyson et les glandes de Littré. Bien sûr, la participation de ces glandes va varier selon les espèces. Les testicules sont au nombre de 2 chez tous les mammifères. Ces testicules sont contenus dans une série d'enveloppes. Les enveloppes les plus externes s'appellent le scrotum ou bourse. Une des enveloppes les plus internes s'appelle l'albuginée et est constituée d'un tissu fibreux envoyant des cloisons vers le centre du testicule. Et ces cloisons en fait vont délimiter des parties qui s'appellent en fait des lobules testiculaires. Ces lobules testiculaires sont au nombre de 300 à 500 par testicule. Ces lobules contiennent les tubes séminifères, appelés aussi canaux séminipares. Ces canaux, comme vous le voyez, sont contournés, on dit aussi qu'ils sont flexueux et ils deviennent droits pour déboucher dans un réseau de canaux qu'on appelle en fait l'arrêté testis. Ensuite, à partir de cette arrêté testis, on va obtenir les canaux efférents. Les canaux efférents vont déboucher, en fait, vont se trouver au niveau de la tête de l'épididyme. L'albuginée, donc comme je vous l'ai dit, est une enveloppe constituée de tissus fibreux, mais constituée aussi de cellules musculaires lisses. Et ces cellules musculaires lisses vont présenter une activité contractile spontanée, qui peut être aussi contrôlée par le système nerveux autonome. Et la contraction en fait de ces cellules musculaires lisses au sein de l'albuginée vont permettre en fait de faire progresser les spermatozoïdes produits au sein de ces tubes séminifères, puisque nous verrons en fait que les spermatozoïdes produits au niveau de ces tubes séminifères ne sont pas matures et en particulier qui ne sont pas mobiles. Et c'est donc la contraction de ces cellules musculaires lisses qui va permettre de faire progresser en fait ces spermatozoïdes au sein des testicules. En ce qui concerne la vascularisation de ces testicules, il y a une artère en fait qui arrive au sein de chaque testicule. Cette artère est issue de l'aorte abdominale et elle va se diviser en branches terminales qui vont parcourir en fait chaque cloison de l'albuginée, puis se ramifier de façon en fait à alimenter tout le tissu testiculaire. Une particularité de ce réseau vasculaire est ce qu'on va appeler en fait le plexus pampiniforme, réseau pampiniforme. En effet, comme nous allons le voir dans ce cours, les spermatozoïdes ne sont viables et fécondants que s'ils sont formés à une température inférieure à la température corporelle, c'est-à-dire à une température inférieure à 37 degrés. C'est pour cette raison que les testicules sont en position externe. Lorsque le sang artériel arrive, il arrive en fait à une température de 37 degrés.
et le sang qui va repartir par le système veineux va être du sang qui se sera refroidi, qui transportera les hormones sexuelles, mais ce sang se sera refroidi. Par conséquent, de façon à ce que le sang artériel qui arrive ne reste pas à 37 degrés et que le sang veineux qui reparte ne reparte pas trop froid, eh bien, il y a un système qui s'appelle le plexus pampiniforme qui permet de refroidir le sang artériel qui arrive. Et ce plexus pampiniforme, en fait, comme vous allez le voir sur ce schéma, eh bien, ce plexus pampiniforme est constitué d'une artère entourée en fait de plusieurs veines testiculaires. Ensuite, en ce qui concerne l'innervation, les testicules sont caractérisés par de nombreuses terminaisons nerveuses, en particulier celles du système nerveux autonome contrôlant la vasomotricité du système artériolaire, contrôlant également la motricité des cellules musculaires lisses, comme nous l'avons vu dans le tissu albuginé. Et puis, il y a également des fibres nerveuses sensitives, en particulier impliquées dans la perception de la douleur. Il y a bien sûr, on retrouve au niveau de ce tissu le système lymphatique drainant la lymphe et repartant en fait vers le reste de l'organisme. Alors, nous allons nous intéresser à l'organisation de ces tubes séminifères et puis également aux tissus qui vont se retrouver entre ces tubes séminifères. Donc en bas à gauche, vous avez une coupe transversale de tubes séminifères avec une coloration qui permet de mettre en évidence les noyaux des cellules. Alors vous voyez qu'on a une paroi du tube séminifère qui est assez épaisse. Cette photo montre en fait les tissus interstitiels, c'est-à-dire les tissus qui vont se retrouver entre les tubes séminifères. Et dans ces espaces séminifères, eh bien, on va retrouver des vaisseaux sanguins qui vont, comme on le verra, qui vont recueillir le produit de sécrétion des cellules qui se trouvent dans ces espaces. On va retrouver des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, et puis on va avoir également des cellules appartenant au système immunitaire, telles que des macrophages, des lymphocytes et mastocytes. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément ces espaces, donc là vous avez une coupe montrant trois coupes transversales de tubes séminifères. Vous avez donc les tubes séminifères, vous avez la lumière du tube séminifère qui va recueillir les spermatozoïdes formés et vous avez les tissus interstitiels. Nous allons regarder un petit peu plus précisément la paroi de ces tubes séminifères qui, je vous l'ai dit, est assez épaisse. Alors, on retrouve une coupe transversale d'un tube séminifère avec une partie, donc la partie basse là, que l'on voit qui est le tube séminifère avec la lumière du tubule vers le bas, situé vers le bas. On observe en fait traversant, occupant en fait tout l'espace de la paroi du tube séminifère, des cellules qui vont avoir un rôle très important qui s'appellent en fait les cellules de Sertoli. Ensuite, également tout au long, sur toute la distance en fait de la paroi du tube séminifère, on va avoir la lignée germinale avec les cellules les plus externes qui sont les spermatogonies, qui sont les cellules à 2 N chromosomes. Ensuite, on va avoir les spermatocytes. Là, les spermatocytes en fait vont être des cellules qui vont être des cellules à N chromosomes, donc des cellules haploïdes qui vont devenir des spermatides, puis des spermatozoïdes. Ce qui va être très important, en fait, c'est la présence de jonctions serrées
situées en fait entre deux cellules de Sertoli. Et ces jonctions serrées, en fait, eh bien, elles vont séparer les spermatogonies, qui sont des cellules à 2 N chromosomes, des cellules à N chromosomes. Ces jonctions serrées vont constituer en fait ce qu'on appelle la barrière hématotesticulaire. Cette barrière hématotesticulaire se met en place au moment de la puberté et évite que les spermatocytes, qui apparaissent également au moment de la puberté, eh bien, évite que ces spermatocytes à N chromosomes, également les spermatides et les spermatozoïdes, ne soient visibles par les cellules du système immunitaire, comme on l'a vu, présentes en grande quantité dans le tissu interstitiel. Comme vous le savez, hein, vous faites de l'immuno, le système immunitaire apprend pendant la période fœtale à reconnaître les cellules du soi et à identifier quelles sont les cellules du non-soi. Et comme je vous l'ai dit, cette spermatogénèse, elle se met en place pendant la puberté, ce qui fait que le système immunitaire n'a jamais appris à reconnaître les cellules haploïdes. Sans la barrière hématotesticulaire, ces cellules haploïdes seraient détruites par le système immunitaire. Donc là, on a la paroi du tube séminifère constituée de cellules de Sertoli et de la lignée germinale. Et puis on retrouve en fait le tissu interstitiel, donc dans la partie haute de ce schéma, constitué en fait principalement donc on l'a vu, de cellules du système immunitaire, mais aussi de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, mais aussi en fait de cellules très importantes qui sont les cellules de Leydig qui vont synthétiser les hormones sexuelles. Donc si on résume, les testicules sont doués d'une double fonction, une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine concerne en fait la lignée germinale et la production en fait de spermatozoïdes, ce qu'on va appeler la fonction gamétogène ou appelée aussi la spermatogénèse. On verra le rôle très important dans le développement en fait de ces cellules dans la formation des spermatozoïdes, donc l'importance des cellules de Sertoli. Et puis la fonction endocrine est assurée par les cellules de Leydig qui sont, elles, responsables de la sécrétion des hormones sexuelles mâles, qu'on va appeler en fait les androgènes. Passons maintenant à l'appareil génital femelle. Les glandes, qui sont au nombre de 2, qui élaborent les gamètes femelles, mais qui sécrètent également les hormones sexuelles femelles, sont les ovaires. Donc ces ovaires sont au nombre de 2. Ces ovaires sont le site de ce que l'on va appeler la gamétogénèse, c'est-à-dire l'évolution de la lignée germinale, mais également le site de la transformation de cellules. Ces cellules entourent les cellules de la lignée germinale et ces cellules vont se transformer, vont se différencier et c'est ce qui va constituer en fait la folliculogénèse. Donc, au cours de la gamétogénèse qui débute pendant la période fœtale, eh bien, il va y avoir formation de cellules, appartenant donc à cette lignée germinale. Et pendant la période fœtale, eh bien, il va y avoir la formation d'un stock d'ovocytes de premier ordre. La formation de ce stock se fait pendant cette période fœtale et ces ovocytes de premier ordre, en fait, eh bien, vont stopper leur évolution et chez la femme en particulier, chaque mois, à partir de la puberté, eh bien, un seul ovocyte de premier ordre reprendra sa gamétogénèse, qui se terminera au moment en fait, de l'ovulation. Ça, nous reverrons ça plus précisément. De la même façon, en parallèle, eh bien, vous allez avoir l'évolution de ces cellules qui entourent en fait l'ovocyte de premier ordre et c'est ce qu'on va appeler en fait la folliculogénèse. Ce sont ces cellules qui vont sécréter les hormones sexuelles. Chaque mois,
au moment de l'ovulation, sera libéré un ovocyte. Comme on le verra, ce sera un ovocyte qui va reprendre en fait sa gamétogénèse. Et cet ovocyte sera libéré au niveau d'une structure qu'on appelle le pavillon, qui recueille cet ovocyte. Et s'il y a fécondation, eh bien cette fécondation chez la femme aura lieu en fait au niveau d'une structure renflée qu'on appelle l'ampoule. Ensuite, vous avez des conduits qui s'appellent en fait les trompes de Fallope ou oviducs. Et ces trompes de Fallope vont être ces conduits qui vont amener l'ovule, s'il est fécondé, jusqu'à l'organe de nidation qui s'appelle l'utérus. Ces trompes de Fallope, si on regarde en fait la constitution de la paroi de ces trompes, eh bien on va trouver un épithélium cilié, donc un épithélium constitué de cellules ciliées. On va retrouver au niveau de cette paroi des cellules musculaires lisses et on va avoir en fait des cellules munies de microvillosités. L'épithélium cilié va donc être nécessaire pour permettre la progression de l'ovule fécondé, puisque l'ovule est une grosse cellule qui va être immobile. Donc les cils vont permettre la progression de cet ovule. Les cellules musculaires lisses qui sont positionnées en fait longitudinalement et de façon circulaire vont être douées de mouvements péristaltiques. Donc, cette contraction péristaltique des cellules musculaires lisses va également favoriser la progression de l'ovule. Et enfin, ces cellules non ciliées mais pourvues de microvillosités vont être le siège de sécrétions spécifiques qui vont être indispensables en fait à la survie de l'ovule fécondé, mais également indispensables à la survie des spermatozoïdes qui vont remonter en fait ce conduit. Donc les trompes de Fallope ont un rôle nourricier et un rôle également dans le transport des gamètes. L'utérus, c'est l'organe de la nidation. C'est donc l'organe où va se développer l'ovule qui a été fécondé. Et comme nous le verrons, en fait, c'est au stade de blastocyste. L'ovule, en fait, au cours de sa progression, va commencer son embryogénèse. Et c'est au stade de blastocyste qu'il va y avoir nidation, c'est-à-dire que le blastocyste va s'intégrer, va venir s'implanter dans la paroi de l'utérus. Alors cet utérus, en fait, eh bien, il a une paroi caractéristique puisqu'il est composé de 3 zones. Vous avez la couche la plus externe qui est constituée en fait de cellules musculaires lisses. Donc vous avez des cellules musculaires lisses formant des couches musculaires, circulaires et longitudinales qui vont avoir un rôle très important, en particulier à chaque fin de cycle menstruel, de façon à permettre l'expulsion, comme on le verra, des tissus qui ont été lisés, mais ces cellules musculaires lisses vont avoir un rôle important lors de la parturition, l'accouchement, puisqu'elles vont favoriser l'expulsion en fait du fœtus. Ensuite, vous allez avoir une partie centrale qui s'appelle le chorion. Et enfin, la partie la plus interne, celle qui est du côté de la lumière en fait de l'utérus, donc côté cavité, qui elle va avoir aussi un rôle très important, puisque cet endomètre en fait il est composé de 2 couches cellulaires. Donc vous avez une couche qui va être une couche basale, à partir de laquelle va se développer une couche fonctionnelle. À chaque cycle ovarien se développera en fait cette couche fonctionnelle, se différenciera cette couche fonctionnelle de façon à permettre l'accueil du blastocyste s'il y a eu fécondation. Cette couche fonctionnelle, elle est sensible à l'action des hormones sexuelles féminines.
Ensuite, vous avez le col de l'utérus. Le col de l'utérus est une zone qui va avoir un rôle très important, puisque ce col de l'utérus produit un mucus qu'on appelle en fait la glaire cervicale. Et ce mucus, en fait, dont la composition varie en fonction du cycle ovarien, va va limiter le passage des spermatozoïdes, sauf au moment de l'ovulation. Il y a une modification de la composition en fait de ce mucus au moment de l'ovulation sous l'action des hormones sexuelles féminines qui va à ce moment-là favoriser, permettre le passage en fait des spermatozoïdes. Vous avez ensuite le vagin et les lèvres, en fait, les petites lèvres et les grandes lèvres, qui sont en fait les organes de la copulation dans l'espèce humaine. Le vagin est constitué, en fait, la paroi du vagin est constituée d'un épithélium stratifié qui a la particularité, en fait, d'être constitué de cellules ayant un métabolisme anaérobie important, stockant en fait des grandes quantités de glycogène. Et par ce métabolisme anaérobie, eh bien, il va y avoir formation d'acide lactique. Et cet acide lactique eh bien, va être à l'origine en fait, du pH acide du vagin. Et ce pH acide constitue une protection contre les infections bactériennes. Alors nous verrons en fait qu'au moment de l'ovulation, sous l'action des hormones sexuelles féminines, ce pH devient moins acide, ce qui va favoriser en fait le passage des spermatozoïdes et surtout la survie des spermatozoïdes qui sont particulièrement sensibles en fait au pH. On rattache aussi généralement à l'appareil génital femelle les glandes mammaires. Si on résume, les ovaires sont doués d'une double fonction, une fonction exocrine et endocrine. La fonction exocrine, eh bien, c'est la gamétogénèse, la fonction gamétogène ou ovogénèse, c'est donc l'évolution de la lignée germinale, la maturation de la lignée germinale, et une fonction endocrine qui est assurée en fait par ces cellules qui entourent les cellules de la lignée germinale. Ces cellules s'appellent les cellules de la tech et les cellules de la granulosa. Nous verrons que ces cellules coopèrent de façon en fait à produire les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes et les progestagènes. Cette deuxième partie va concerner en fait la gamétogénèse, qui est donc ce qu'on va appeler en fait ce qu'on assimile à la fonction exocrine, avec quelques généralités tout d'abord. Donc, de façon générale, quelles sont les phases qui caractérisent en fait la gamétogénèse ou l'évolution de la lignée germinale? Il y a tout d'abord une phase qui est la première phase, qui est donc la phase de multiplication, qui, qui va voir en fait se multiplier de façon très importante les cellules souches de la lignée germinale, les ovogonies ou les spermatogonies, qui sont donc des cellules diploïdes et qui se multiplient de façon importante par mitose. Vous avez ensuite une deuxième phase caractéristique qui est la phase d'accroissement. Cette phase d'accroissement va se caractériser par les trois étapes suivantes. Tout d'abord, les cellules qu'on va appeler les gonies, c'est-à-dire les ovogonies ou les spermatogonies, vont se différencier en cytes, donc les cytes de type 1, soit les ovocytes de type 1, soit les spermatocytes de type 1. On aura toujours des cellules diploïdes, mais ces cellules diploïdes vont commencer en fait leur transformation par méiose. Et cette transformation par méiose se caractérise par une réplication de l'ADN, ce qui permet d'obtenir par cellule 4 brins d'ADN, puis s'enchaînent en fait les étapes suivantes de la méiose, et dans cette phase d'accroissement, la méiose va s'interrompre en fait dans le stade de prophase de la première méiose. Enfin, la troisième phase s'appelle la phase de maturation. Elle se caractérise par deux divisions. Ces deux divisions vont produire des cellules à N chromosomes ou cellules haploïdes.
et elle concerne en fait les cellules qu'on appelle les cytes, puisque les ovocytes ou les spermatocytes de type 1 vont donner les ovocytes ou les spermatocytes de type 2, puis les cytes de type 2 vont donner les ides, c'est-à-dire les spermatides ou alors on ne va pas parler d'ovotides, on va parler d'ovules. Cette diapositive, en fait, vous rappelle l'évolution de la quantité d'ADN selon les différentes phases de la méiose. Et sur cette diapositive, eh bien, c'est une autre façon de représenter, l'évolution des cellules. Alors, j'ai dit une erreur, en fait, effectivement, c'est pas l'ovule, le dernier état de la troisième phase, c'est bien un ovocyte, mais en fait, en réalité, c'est un stade qu'on n'identifie pas, il me semble, en fait, dans l'ovogénèse. Alors, si on passe à la fonction exocrine concernant la fonction de reproduction mâle, donc la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes et le devenir des spermatozoïdes, tout d'abord, intéressons-nous à la cellule, cellule sexuelle mâle, donc au spermatozoïde. Ce spermatozoïde, en fait, eh bien, chez l'homme, il fait environ 60 micromètres de long. Il est produit donc à partir des spermatogonies jusqu'au spermatozoïde. Selon les ouvrages, on trouve des données qui varient un peu, mais c'est entre 60 à 71 jours, la durée en fait de la spermatogénèse. Comme vous le voyez sur ce schéma, eh bien, on va avoir différentes parties caractéristiques. La tête du spermatozoïde qui fait 4 à 5 micromètres. Ensuite, on va avoir une partie qui s'appelle le col, puis une pièce intermédiaire constituée principalement de mitochondries, et enfin un flagelle d'environ 50 micromètres où on va retrouver en fait des protéines du cytosquelette organisées en filaments permettant en fait le déplacement en fait du spermatozoïde. Alors toutes ces caractéristiques, eh bien, elles sont variables selon les espèces et comme je vous l'ai dit, la durée de la spermatogénèse va être également variable selon les espèces. Alors, une zone intéressante et particulière qui est l'acrosome. L'acrosome, en fait, contient des enzymes comme la hyaluronidase, l'acrosine, et cette zone va avoir un rôle très important au moment pour la reconnaissance en fait de la zone pellucide de l'ovocyte et également en fait pour le franchissement des différentes parois, des différentes membranes en fait de l'ovocyte lors de la fécondation. Quelles sont les principales étapes de la spermatogénèse? Donc, je vous rappelle que cette spermatogénèse, elle se déroule dans la paroi des tubes séminifères, hein, entre les cellules de Sertoli. On va tout d'abord avoir une prolifération importante des spermatogonies. Cette prolifération importante se fait par mitose. Ensuite, autre étape importante, c'est la différenciation de ces spermatogonies en spermatides grâce à la méiose. C'est un processus qui débute à la puberté sous contrôle hormonal. Ces spermatides sont des cellules haploïdes qui sont morphologiquement immatures et ce sont ces spermatides qui vont donner les spermatozoïdes. Ces spermatides donnent les spermatozoïdes par un processus en fait qui s'appelle la spermiogénèse. Donc c'est la dernière partie de la transformation de ces cellules germinales. Donc cette spermiogénèse se déroule toujours dans la paroi
des tubes séminifères. Cette spermiogénèse, elle commence par tout d'abord la migration de l'appareil de Golgi vers le pôle apical du noyau. C'est ce qui va donner en fait l'acrosome. Ensuite, on va avoir une élongation du noyau et la condensation de la chromatine. Puis, on va avoir une formation du flagelle et l'association en fait avec le système énergétique mitochondrial. Et enfin, l'élimination de la plus grande partie du cytoplasme. C'est ce qui permet d'avoir un spermatozoïde mature. Vous avez de représenter sur cette diapositive l'évolution plus précise en fait de la lignée germinale avec les différentes étapes et des étapes intermédiaires. Je ne vous demande pas de retenir en fait ces étapes très précises. Cette spermatogénèse, comme on le verra, on le reprendra, ça elle se fait sous contrôle hormonal et elle débute en fait au moment de la puberté, au moment en fait où le contrôle hormonal par l'axe hypothalamo-hypophysaire va devenir mature. À ce moment-là, en fait, eh bien, une hormone dont on reparlera, la GnRH, qui est produite par l'hypothalamus, va stimuler la production des gonadotrophines, l'ALH et la FSH, produites par l'hypophyse. L'ALH, en fait, va avoir pour rôle, comme nous le verrons, de stimuler les cellules de Leydig qui vont sécréter la testostérone. Et puis, la FSH, elle, va stimuler les cellules de Sertoli qui vont produire en fait un certain nombre d'éléments, dont une protéine qui s'appelle l'ABP, une protéine qui fixe la testostérone, donc qui va fixer la testostérone sur le site en fait de la spermatogénèse. Ces deux éléments, la testostérone et les productions par les cellules de Sertoli des différents éléments nécessaires à la spermatogénèse vont être à l'origine de cette spermatogénèse. Comme je vous le dirai, cette spermatogénèse, elle est variable selon les espèces. Que deviennent les spermatozoïdes une fois qu'ils sont libérés dans la lumière des tubes séminifères? Alors ces spermatozoïdes, en fait, ils ne sont pas fécondants, ils ne sont pas mobiles, ils n'ont pas la capacité à se déplacer par eux-mêmes. Ils vont donc être véhiculés par le fluide testiculaire et grâce aussi à la contraction des cellules musculaires lisses présentes en fait dans la paroi de l'albuginée. Ils vont donc atteindre l'épididyme, la tête de l'épididyme, et au niveau de l'épididyme, ils vont subir différentes phases de maturation, leur permettant de devenir mobiles et fécondants. Une des étapes de maturation importantes dans l'épididyme pendant cette période, alors chez l'homme en fait cette période de stockage elle va durer jusqu'à environ 12 jours, moins s'il y a éjaculation en fait, hein. Mais pendant cette période de stockage, eh bien, vous allez avoir une réaction importante qui s'appelle la décapacitation. Cette décapacitation concerne la partie de la membrane plasmique qui se trouve au niveau de l'acrosome et cette décapacitation, elle va permettre en fait de protéger cette zone en stabilisant en fait la membrane cellulaire à ce niveau-là. Ensuite, vous allez avoir l'activation de la motilité. Et puis, nous verrons que parmi les phases de maturation, il y a une étape importante qui va être la capacitation. Et la capacitation, elle concerne en fait une modification au niveau de la membrane cellulaire, toujours au niveau de l'acrosome. Elle se produit dans les voies génitales femelles. Elle n'est possible que parce que on verra que dans les voies génitales femelles, eh bien, les spermatozoïdes vont être extraits d'un liquide qui s'appelle le sperme et à ce moment-là se produira la capacitation. Et ce phénomène de capacitation va permettre en fait de démasquer le site qui va reconnaître l'ovule à féconder.
Enfin, une dernière réaction se produira au niveau des spermatozoïdes. Elle s'appelle la réaction acrosomique ou acrosomiale et elle ne se produit qu'au niveau que lorsque les spermatozoïdes sont près de l'ovule et que les spermatozoïdes sont fixés à la zone pellucide de l'ovule. Et la réaction acrosomique consiste à modifier en fait la paroi, la membrane plasmique au niveau de l'acrosome de façon en fait à pouvoir libérer les enzymes contenues dans l'acrosome. Donc ça, ce sont les grandes étapes de maturation en fait des spermatozoïdes. Ensuite, le transport. Donc, comme on l'a vu, le transport, il se fait par le fluide testiculaire lorsque les spermatozoïdes sont libérés dans la lumière. Ça, jusqu'à l'épididyme où ces spermatozoïdes sont stockés. Et puis ensuite, les spermatozoïdes vont être contenus dans un liquide en fait qu'on va appeler le sperme. Et le sperme en fait est un liquide constitué des différentes sécrétions des glandes que nous avons listées au tout début de ce cours. Alors, ce liquide, en fait, il est constitué par les sécrétions des glandes de Cooper, par les sécrétions prostatiques. Les sécrétions prostatiques constituent environ 20% du volume de l'éjaculat. Donc les sécrétions qui sont produites par l'épididyme, puis produites également par les cellules constituant la paroi des canaux déférents, et aussi 60% en fait de ce liquide, le sperme, est constitué en fait par le produit de sécrétion des vésicules séminales. Donc, ce sperme eh bien, constitue un milieu, un milieu dans lequel vont baigner les spermatozoïdes, un milieu nutritif. Ce sperme, à chaque éjaculation, va avoir un volume d'environ 2 à 6 millilitres. Et ce sperme, en fait, eh bien, il a un pH plutôt neutre, voire basique, puisque c'est le pH favorable en fait à la survie des spermatozoïdes. Alors, comme nous l'avons déjà vu, un des soucis lorsque ces spermatozoïdes vont se retrouver dans les voies génitales femelles, c'est que le pH des sécrétions vaginales est très acide. Donc là, ça va constituer un premier problème rencontré par les spermatozoïdes. Ensuite, ce sperme, qu'on appelle aussi plasma séminal, produit, donc comme on l'a vu, par les différentes glandes, mais aussi par les cellules qui constituent la paroi des conduits. Ce sperme, donc ça c'est ce que je vous ai déjà dit, ce sperme en fait il est riche en différents éléments et en particulier en fructose, le fructose en fait va constituer le substrat énergétique nécessaire en fait à la mobilité des spermatozoïdes. Il contient des éléments très importants comme par exemple l'acide ascorbique. Il contient également des constituants particuliers comme des amines biogènes, la spermidine, la spermine, qui vont avoir en fait euh, un rôle bactéricide, mais également fluidifiant, de l'acide citrique, du cholestérol, des phospholipides et puis des protéases qui vont permettre en fait de liquéfier en fait cet éjaculat. Enfin, il contient des ions particuliers tels que le zinc, mais aussi du calcium. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de retenir dans le détail la composition en fait du sperme. Par contre, retenir les particularités, c'est-à-dire la nécessité pour les spermatozoïdes d'être dans un liquide qui a un pH plutôt neutre, voire basique, et puis la participation des glandes dans la production de ces différents éléments qui vont être des éléments nutritifs qui vont permettre la survie des spermatozoïdes. Parmi les paramètres qui vont avoir une influence sur la fertilité,
Eh bien, il y a le volume du sperme à chaque éjaculation. Il y a la concentration en spermatozoïdes. On estime que pour être fertile, eh bien, il doit y avoir une concentration minimale d'environ 120 fois 10 puissance 6 spermatozoïdes par millilitre. Et la température, ça c'est quelque chose que nous avons déjà distribué, dont nous avons déjà parlé, puisque la spermatogénèse doit se dérouler à une température proche de 35 degrés, en tout cas inférieure à 37 degrés, d'où la position externe en fait des testicules. La cryptorchidie est un défaut de migration des testicules de l'abdomen vers le scrotum, ce qui fait que les testicules restent en position interne et à ce moment-là, en fait, eh bien, la production des spermatozoïdes est possible, mais ces spermatozoïdes, en fait, ne vont pas pouvoir être fécondants. Euh, il existe des métiers qui, lorsque ce paramètre n'avait pas été identifié comme étant important, des métiers où la température au niveau des testicules était importante, par exemple comme les travailleurs des hauts fourneaux. Chez ces populations, il avait été diagnostiqué, en fait identifié des gros problèmes de fertilité associés en fait à une température élevée au niveau en fait des gonades.